Bonsoir et merci de votre présence pour cette communication sur un sujet qui peut sembler un peu léger, un peu frivole, peut-être un peu anodin, mais qui en fait va nous permettre d'aborder un grand nombre de points de la vie, de la pensée, de la philosophie, même de la politique de Rousseau. Finalement, la chanson est une toute petite fenêtre sur un très vaste paysage. Je serai donc obligé d'être très strict dans ma définition, de ne pas trop vous parler de la musique chez Rousseau, de la musique chantée chez Rousseau, mais de me concentrer sur la chanson. Avec la définition, c'est le plus simple que Rousseau en donne lui-même dans la notice sur la chanson dans l'encyclopédie. Donc une espèce de petit poème fort court, c'est déjà ça, auquel on joint un air, c'est suffisamment large, pour être chanté dans des occasions familières, comme à table, avec ses amis, ou seul, pour s'égayer et faire diversion aux peines du travail. Objet qui rend les chansons villageoises préférables à nos plus savantes compositions. Il a rédigé ceci en 1749, vous voyez qu'il a déjà les idées très arrêtées, une définition qui est déjà, peut-être pas polémique, mais bien engagée dans la défense des chansons villageoises. Je reviendrai en conclusion sur cette définition en fonction de tout ce que nous aurons dit, dans la mesure aussi où cette définition, il va la reprendre 20 ans plus tard dans le dictionnaire, son dictionnaire de musique, avec quelques variantes qui ne sont pas anodines. J'ai conçu donc cet exposé en 4 parties. Une partie centrée sur la biographie, Rousseau et la chanson dans la vie de Rousseau. L'apport de Rousseau à la chanson, une partie un petit peu plus théorique. Si Rousseau n'a pas laissé une grande trace dans l'histoire de la musique, dans l'histoire de la chanson, il constitue véritablement un tournant avec un apport qui n'est pas négligeable. Un petit excursus sur la notation musicale qu'a proposé Rousseau et ses rapports avec la chanson, c'est la partie que je dois plus réduite pour des questions de temps. Et puis, Rousseau a été aussi un personnage de chanson. C'est d'ailleurs aujourd'hui, avec la faute à Voltaire et la faute à Rousseau, la partie qui est la plus connue dans la chanson et Rousseau. 4 parties, donc, et je commencerai par la vie de Rousseau et les chansons dans la vie de Rousseau. La chanson encadre véritablement la vie de Rousseau. Je dirais pratiquement qu'il naît en chanson et qu'il meurt en chanson. La chanson, il la découvre avec les chansons de son enfance. Il a découvert la musique, dit-il, avec les chansons de sa tante Suzon, qui était presque sa mère, la sœur de son père, sa mère étant morte pratiquement à sa naissance. Il était toujours à la regarder broder, à l'écouter chanter des chansons, et ces chansons lui sont restées dans l'esprit. Lorsqu'il en reparle à la fin de sa vie, il dit qu'il ne peut plus y repenser sans pleurer. Il lui doit le goût de la musique qui s'est développé longtemps après. De ces chansons de sa tante, ce sont surtout apparemment ce qu'on appelait des brunettes, c'est-à-dire des bergeries, des chansons légères à la mode de l'époque. Il ne nous en a conservé qu'un souvenir. Une brunette, donc une chanson qui met en scène des bergers, avec ce petit côté coquin que l'on peut trouver, les allusions un peu coquines que l'on peut trouver dans les chansons de l'époque, surtout lorsqu'il est question du pipeau d'un berger. Et très curieusement, c'est le seul couplet qu'il retient. Alors je vous préviens tout de suite, il y aura quelques petits extraits musicaux. Toutes les chansons du XVIIIe siècle ne sont pas enregistrées, donc je me suis permis d'enregistrer celles qui ne l'étaient pas. Mais je ne suis pas chanteur d'opéra, ça tombe bien, Rousseau n'aimait pas le bel canto, si je puis me permettre cet anachronisme. Voici donc la première chanson de son enfance. Ircis, je n'ose écouter ton chalumeau sous leurs mots, car on en cause déjà dans notre hameau. Une brunette que vous voyez un peu légère. Ce qui est très caractéristique, c'est qu'il ne retient que ce couplet-là, et c'est le seul sur lequel il y a cette fameuse allusion au chalumeau du berger.
Ce qui est un peu étrange aussi, c'est qu'à la fin de sa vie, il va chercher, il va tenter de chercher, dit-il, les paroles complètes de cette chanson. 100 fois, j'ai voulu écrire à des amis à Paris pour les obtenir. Il ne l'a jamais fait. Ce qui est étrange, c'est qu'ici, je l'ai retrouvé dans le Chansonnier français, 1760. C'est la plus grande anthologie de chansons françaises de l'époque. Rousseau, amateur de chansons, n'a pas pu ne pas avoir connaissance de cette anthologie. Il n'a pas été cherché dedans. Et l'explication, ben, il la donne lui-même. Il nous dit que je suis presque sûr que le plaisir que je prends à me rappeler cet air s'évanouirait en partie si j'avais la preuve que d'autres, que ma pauvre tante Suzon, l'ont chanté. La chanson, c'est une question, la chanson de cette tante Suzon, c'est une question de nostalgie de l'enfance, et cette nostalgie est excessivement personnelle. Les chansons populaires, il va en rêver, mais ces chansons de l'enfance, c'est presque une propriété privée. Dans la première partie de sa vie, donc, il s'est beaucoup frotté à tous les types de chansons qui pouvaient exister. Et nous allons, grâce à ces chansons dans la vie de Rousseau, pouvoir évoquer les grands types de chansons que l'on chantait à l'époque. Alors, les chansons populaires et les pastourelles, ce sont des chansons pseudo-populaires, qui sont surtout des exercices de style de lettrés, de poètes lettrés, qui publient dans des recueils annuels, donc pratiquement des revues de chansons, comme celle qui est éditée par Christophe Ballard, l'imprimeur du roi, qui a le monopole de la musique gravée, la musique en France, par des recueils ponctuels ou par des manuscrits. Donc il y en a, je dirais, pour tous les goûts et pour toutes les bourses. C'est essentiellement donc des recueils de ce qu'on appelait des chansons de cour, des chansons un peu galantes, des chansons à boire, des bergeries, des brunettes, ce qu'on appelait les airs sérieux. Donc tout un répertoire qui est bien connu et bien répertorié, en tout cas au XVIIIe siècle. Donc, des chansons d'enfance, des chansons qui courent dans des recueils bien répertoriés. La nostalgie, c'est aussi les chansons de son adolescence. Et là, ce sont les chansons que ses compagnons chantent à Genève, chantent dans les ateliers où il fait son apprentissage d'horloger. Ces chansons, il va aussi en garder la nostalgie toute sa vie. Il écrit à un pasteur de Genève, en 1759, « Redevenu presque enfant, je m'attendris, en rappelant quelquefois mes vieilles chansons de Genève, je les chante d'une voix éteinte, et je finis par pleurer sur ma patrie en songeant que je lui ai survécu. » Nostalgie et larmes encore, toutes les chansons de son enfance, de son adolescence, sont toujours accompagnées de crises de larmes. Ces chansons, il va presque vouloir en vivre. Quand il quitte Genève, parce qu'il a trouvé les portes de la ville closes et qu'il n'ose pas, qu'il a peur de se faire gronder pour avoir passé la nuit dehors, il s'enfuit. Et dans un premier temps, il raconte dans ses confessions qu'il est tenté d'aller vivre dans des châteaux. Il s'imagine qu'en chantant devant la porte des châteaux, dans les fenêtres des châteaux, les portes vont s'ouvrir tellement il a une belle voix. Ça ne marche absolument pas. Mais il aurait pu avoir cette tentation de chanteur. Remarquons que ces chansons, pour lui, sont toujours liées à une origine, la tante Suzon, ses compagnons de Genève. Mais à force de se frotter à une société qui n'est pas toujours recommandable, il a aussi des chansons un peu plus gaillardes qui font partie de son répertoire. Il avoue d'ailleurs que son compagnon, son âme damnée, Venture de Villeneuve, lui a appris un air d'une chanson très banale en soi, avec des paroles infâmes, et que ce sont ces paroles infâmes qui lui ont permis de retenir l'air de la chanson.
Rappelons-nous que pour Tircis de Noz, il n'a retenu que le couplet qui avait une allusion un petit peu égrillarde, et deux, qu'il a retenu les paroles par la musique. Ici, il retient la musique par les paroles. Il souligne par là une tendance qui est bien répandue. On a toujours tendance à se souvenir un petit peu plus de ce qui nous choque que de ce qui nous émeut. Cette chanson, un peu gaillarde, il nous a retenu le premier vers, quel caprice, quel supplice, et donc on peut la retrouver dans les recueils de l'époque. La voici. Quel caprice, quelle injustice, quoi ta Clarisse trahir tes feux. Rien que de bien anodin, me direz-vous. Il ne nous a pas dit, il n'a pas conservé les paroles infâmes substituées à celles-ci, mais à la même époque, Alexis Piron, un peu l'aîné de Jean-Jacques, composait des poésies très licencieuses et il a composé une chanson qu'on appelait La Fouteuse sur cet air. Donc il est tout à fait possible que ce soit La Fouteuse d'Alexis Piron que Vinture lui a chantée. Cette chanson, bon, vous me permettrez de la censurer, les paroles sont un peu scabreuses quand même. Il est possible donc, que ce soit ces paroles qui lui aient permis de retenir l'air, et cet air, il va l'utiliser. Il va l'utiliser dans son premier concert, il a 18 ans, il s'improvise compositeur et chef d'orchestre, et à Lausanne, il fait un petit concert de musique dont le menuet est l'air de cette chanson, bien entendu sans parole. Le concert de Lausanne devient un véritable charivari, le terme est de lui, et sauf le dernier air, quel caprice, quel supplice, sauf le dernier air qui a fait rire aux éclats l'Assemblée. Il est tout à fait possible que cette chanson qu'il croyait connue de son ami Venture uniquement ait quand même été reconnue dans l'assistance. Imaginez si vous assistez à un concert d'un jeune compositeur qui ne fait que des bourdes et que tout à coup vous avez une chanson gaillarde qui apparaît, mais ça peut expliquer l'éclat de rire qui a rempli le concert de Lausanne. Donc les chansons gaillardes, il va se frotter aussi dans son enfance, dans sa jeunesse, à un autre type de divertissement, la parodie d'opéra. C'est Vinture, encore une fois, qui l'introduit auprès du juge mage, du juge Simon, du juge mage Simon, qui l'initie à cette parodie d'opéra. C'est un genre extrêmement répandu à l'époque. Il ne peut pas y avoir un opéra qui sort sans que le lendemain, il y ait des chansons qui circulent sur ces grands airs. Et là, le juge Simon a justement reçu un couplet d'un opéra de Mouret, et il va demander à Vinture, qui va demander à Rousseau, de lui composer un couplet de parodie sur ce grand air. C'est intéressant pour nous, pourquoi? C'est le premier écrit de Rousseau. 1730-1731, donc il a 18-19 ans. C'est le premier écrit de Rousseau, c'est une parodie sur un opéra de Mouret. Ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'il n'a pas détesté ce genre. Mais pourquoi? Cet air, dit-il, voilà, cet air, dit-il, allait sur un sujet, le sujet, roulait sur une situation fort tendre à laquelle mon cœur était déjà tout disposé. Donc, qu'est-ce qui lui plaît dans ce couplet qu'on lui demande? C'est qu'on lui demande justement un thème dans lequel son cœur est disposé, il est amoureux, on lui demande un couplet amoureux, ça va bien. Ce n'est pas la parodie en soi qui l'intéresse, mais le fait que la chanson répond à ses aspirations du moment. Et là aussi, ce serait intéressant pour les théories de la chanson qu'il développera plus tard. Il n'a toujours que 18-19 ans. Il va se frotter à un autre type de chanson qui est alors là le grand succès de l'époque,
les vaudevilles satiriques, c'est-à-dire de petits airs que l'on chante sur des musiques connues et qui raillent un personnage. Une de ses amies, la mère d'une de ses élèves, est connue pour multiplier les couplets vengeurs contre ses ennemis, et elle souhaiterait que Rousseau lui en fasse un. Madame de Menton donc, aimait à faire des chansons et des vers sur des gens qui lui déplaisaient, et ces chansons et ces vers, elle demande à Rousseau de lui en composer un. Il va refuser. D'abord, il n'aime pas ces chansons. C'est des chansons d'esprit. Il a beaucoup de sensibilité, il n'a pas énormément d'esprit, en tout cas d'esprit immédiat. Quand il veut faire de la satire, il sait le faire, mais il n'a pas le sel des chansons. Et puis surtout, il se rend compte que cette chanson va faire scandale à Chambéry, et que si elle fait scandale, Madame de Menton va se défausser sur lui, et c'est lui qui en subira toutes les conséquences. Or, si ces chansons, tout le monde en fait à l'époque, y compris le roi, il fait des chansons sur ses cousins qui ne sont pas piqués des vers non plus. Quand on est bien placé dans la haute société, on en subit assez peu les conséquences. Un jeune homme de 18 ans qui n'a pas d'appui, il risque d'en payer le prix fort. Là, il a fait preuve plutôt de clairvoyance. En revanche, il s'imagine que ces chansons sont fort rares. Il en rencontre un petit peu plus tard chez M. de Jonville, qui était ambassadeur à Gênes, après avoir été ambassadeur à Bruxelles d'ailleurs, et M. de Jonville avait un recueil de ses chansons. Un recueil singulier, peut-être unique au monde, dit Rousseau, dont il s'occupait beaucoup, dont il occupait aussi ses autres, qui s'en ennuyaient. Effectivement, ces chansons qui sont liées à un petit fait d'actualité, une petite anecdote, ne sont jamais publiées. Ce sont des manuscrits qui circulent. Elles sont oubliées après une semaine. Or, ces chansonniers, on en trouve dans toutes les bonnes bibliothèques de l'époque, dans tous les grands hôtels parisiens. Les plus importantes font 58 volumes. C'est le recueil de Maurepas qui est conservé aujourd'hui à la Bibliothèque nationale. Il y en a 2 dans ma bibliothèque. C'est vraiment quelque chose de très répandu. Rousseau, ici, trahit tout simplement sa méconnaissance des grands hôtels parisiens où il aurait bien côtoyé ce genre de recueil. Un petit point d'étape, dans la première partie de sa vie, donc, il a à la fois des chansons de nostalgie de son enfance, qu'il ne souhaiterait pas voir partagées par beaucoup de personnes, et puis les chansons à la mode, qu'il déteste, qu'il n'aime pas, les chansons satiriques, les chansons obscènes, les parodies. Tout ce qui est à la mode lui déplaît, et tout ce qui lui plaît, il veut le garder pour lui. Ça aurait pu déjà arrêter la conférence ici, mais il a, comme vous le savez, le grand bonheur de rencontrer Madame de Warens, qui va faire son éducation et son éducation musicale. À Chambéry puis à Annecy, chez Madame de Warens, il va vraiment apprendre la musique, trouver les premières partitions, acheter des livres de musique. Du coup, il va devenir, sans trop connaître la musique, professeur de chant. C'est son deuxième rapport à la chanson, dans le temps donc, où il était chez Madame de Warens à Chambéry. Il donne des leçons de musique, et les portraits qu'il fait de ces jeunes et aimables écolières sont remplis de grâce et de charme. C'est vrai, on les trouve dans ses confessions. Si je vous ai choisi un commentaire d'Antoine Métral en 1820, c'est-à-dire tardivement, c'est parce que M. Métral parle d'une pratique qui commence alors chez Rousseau, qui va devenir son métier, celle de copiste. Il poursuit effectivement, j'ai dans la bibliothèque de ma campagne un recueil manuscrit de chansons avec les airs notés composés pour une de ses élèves.
d'un goût exquis, paroles, musique, tout y respire une volupté douce et enivrante, et il ajoute qu'il est plein de petits dessins, de petits oiseaux bien illustrés, bien enluminés. Ce recueil, malheureusement, est perdu, mais nous avons pas mal de recueils que Rousseau a copiés pour des grandes dames, à la British Library, à la Bibliothèque nationale. C'est l'activité qui va lui permettre de gagner sa vie. Ces recueils que l'on fait pour des élèves, c'est aussi une pratique extrêmement courante à l'époque. Celui-ci de Rousseau est perdu, et plutôt que les recueils de la Bibliothèque nationale, je vous ai mis un exemple pour la princesse de Turenne, richement enluminé, richement relié. Ce sont donc des recueils que les maîtres font pour leurs élèves selon leurs moyens. Ici, c'est le maître de guitare de la princesse de Turenne qui lui compose une série qui lui copie une série d'airs. Rousseau s'est aussi frotté à cela. Le voilà donc introduit dans la belle société de Champéry et d'Annecy, et il va pouvoir enfin faire entendre sa musique dans de petits concerts organisés par Madame de Warrens. Il ne manque pas d'y donner quelques petits morceaux de sa façon, sans doute une série de chansons, sans doute et déjà des symphonies, bien entendu, et déjà des airs un petit peu plus sérieux, des airs religieux. Donc il commence à se produire, à produire ses chansons. Il faut penser aussi à les publier. Et là, il a une très belle idée que je conseille à tous les poètes qui ne savent pas comment se faire publier. Il achète en 1735 la moitié de l'année du Mercure de France, c'est-à-dire la revue la plus importante de son époque. C'est une belle commande pour le Mercure de France. Et 2 ans plus tard, comme par hasard, sa première œuvre publiée apparaît dans le Mercure de France, et c'est une chanson. Son premier texte écrit est une chanson, sa première œuvre publiée est une chanson en 1737. Un papillon. Un papillon badin caressait une rose nouvellement éclose, qu'aussitôt il quitta pour sucer un raisin. Alors, ce papillon badin, c'est exactement la musique que l'on entend dans les salons à l'époque. Pas mal de fioritures, de modulations, une chanson qui montre qu'il a commencé à étudier l'harmonie, la composition. Cette chanson a été redécouverte en 1844. Personne n'avait songé à feuilleter le Mercure de France pour trouver des œuvres de Rousseau. Et à l'époque, on s'imagine qu'il a composé la musique et les paroles. Et le bibliophile Jacob, Paul Lacroix, dit que sans avoir une grande valeur poétique, c'est vrai, cette chanson mérite d'être conservée, ainsi que tout ce qui est sorti de la plume du grand écrivain. C'est lui faire beaucoup d'honneur parce que il n'a pas écrit la musique, la chanson, les paroles, il n'a écrit que la musique, et c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans le Mercure. La chanson est effectivement parue 3 ans auparavant. Je calcule bien. Ah, voilà. Elle est effectivement parue 4 ans auparavant dans le même Mercure de France, sous le nom de Mademoiselle de Malcret de Lavigne. Donc, il reprend les paroles, il en fait une chanson. Madame Malcret de Lavigne est alors une poétesse qui a un plein succès. Elle vient de publier un ouvrage de ses poésies. Malheureusement, elle n'existe pas. C'est en fait un avocat breton, Paul Desforges-Maillard, qui s'est fait mettre à la porte du Mercure de France et qui n'a trouvé que ce moyen pour rentrer par la fenêtre. Prendre un pseudonyme féminin, c'est aussi une très bonne façon d'être publié.
de ce jour-là comme de nos jours. La poésie anacréontique, donc cette chanson bien à la mode et sur laquelle il va faire une musique bien à la mode, aurait pu lui faire une grande carrière de chansonnier. Mais il a des ambitions plus élevées. Je vous l'ai dit, la musique à la mode, c'est pas vraiment ce qu'il aime. Les chansons à la mode, c'est pas vraiment ce qu'il aime. Celles qu'il aime, il veut les garder pour lui. Il commence à suivre lire un livre d'harmonie. Il a envie de faire des opéras. En 4 ans, il va composer 3 opéras et laisser tomber la chanson. Ma communication aurait pu s'arrêter là si il n'y avait eu un grand tournant dans la vie de Rousseau. En 1743-44, il devient le secrétaire du comte de Montségur, ambassadeur à Venise. Il arrive à Venise et il découvre la musique italienne. Il dit lui-même qu'il avait apporté de Paris le préjugé qui circule contre la musique italienne, mais que ce préjugé, il l'a aussitôt perdu. Il est pris de passion, et notamment pour les barcaroles. Je trouvais que je n'avais pas ouï chanter jusqu'alors. Il va faire des pieds et des mains pour qu'on lui donne une gondole, avec son gondolier. Il mettra 1 an à avoir sa gondole personnelle à l'ambassade de Venise. Malheureusement, c'est le moment où il se dispute avec l'ambassadeur et où il rentre à Paris. Mais les chansons des gondoliers vont avoir une influence durable sur sa vie. Parallèlement, il avait donc s'était enthousiasmé pour le traité d'harmonie de Rameau et il voulait composer de grands opéras. Malheureusement, le premier opéra qu'il fait entendre à Rameau en 1745 est accueilli dans les sarcasmes, les pires sarcasmes. Rameau commence par lui dire qu'il ne connaît pas la musique et donc, comme il y a de bonnes choses dans son opéra, c'est qu'il les a plagiés. Rousseau est morfondu. Il mettra 30 ans à essayer de refaire encore un opéra et il va en vouloir à mort et à Rameau et à l'harmonie et à la musique française. Donc, avec cette révélation des barcaroles, beaucoup plus simple, avec cette détestation de la musique française, il va se mettre à composer un genre nouveau. Alors, un genre nouveau, plus simple, il y en a un qui apparaît à ce moment-là, c'est la romance. La romance apparaît en 1738 et la première romance qui parodie donc les romances anciennes paraît en 1738 et en 1744, Rousseau va composer sa première romance que nous connaissons surtout par Le Devin du village puisqu'elle sera reprise dans le Devin du village. Tout de suite la différence avec son papillon badin. Il fuit la musique compliquée, les fioritures, les agréments, les modulations, pour essayer d'avoir une romance beaucoup plus simple. La simplicité va devenir son leitmotiv. Et il a ramené de Venise des recueils de poésie, peut-être des recueils de barcaroles, mais il va lui-même mettre en musique des barcaroles qu'il va publier, qu'il va graver en 1753. C'est Canzoni da Battello, donc chansons de musique pour les commençants, dit-il. Il est pour l'instant en pleine polémique contre la musique française. Alors, ces petites chansons ont été composées pour les personnes qui, quoique françaises, ayant pris du goût pour la musique, ça veut dire que si vous êtes français, vous ne pouvez pas avoir de goût pour la musique, voudraient en saisir le caractère et apprendre à chanter. Donc des chansons pour les débutants. On a tâché de rassembler les tours de chant les plus propres à marquer ce caractère et à rendre le style sensible et l'expression facile.
Il s'agit d'aller en mesure et de ne pas crier, sous-entendu, les Français crient quand ils chantent l'opéra. Le reste viendra avec le goût naturel et les leçons d'un maître. Ce recueil est important, d'une part parce que c'est le seul recueil de musique, de chansons gravées par Rousseau de son vivant. Les autres paraîtront après sa mort, donc c'est pas lui qui les fera graver. Et parce qu'il intervient en plein dans la querelle des bouffons, les bouffons n'étant pas, comme aujourd'hui, des clowns, mais des chanteurs d'opéra bouffe, des chanteurs italiens qui viennent faire découvrir l'opéra bouffe à Paris et qui sont pris à partie par les compositeurs français. Rousseau va très largement s'engager dans cette querelle par des écrits, par des publications, par des compositions. S'il fait jouer le Devin du village en 1752, c'est pour montrer ce qu'on peut faire en France avec la musique italienne. Et les canzoni de Batello qu'il va publier, c'est pour montrer ce qu'est la véritable musique italienne. Problème, c'est que j'ai retrouvé toutes ces musiques dans un recueil, toutes ces chansons dans un recueil paru à l'époque où il était à Venise, sans la musique. La musique est de lui. On le sait parce qu'il y a des chansons sur lesquelles on a 3 musiques différentes. Donc même s'il avait retenu la barcarolle, il y en a au moins 2 qui sont de lui et probablement 3 qui sont de lui. Donc il fait de fausses barcaroles qu'il publie anonymement pour nourrir le goût pour la musique italienne dans la querelle des bouffons. Ces chansons n'auront aucun succès parce qu'elles sont publiées anonymement, qu'il ne peut pas les distribuer. Lui-même dit qu'il les a perdues à la fin de sa vie et il recompose des airs sur certains de ses poèmes. Voici un des airs. Vous voyez encore une fois une volonté de simplicité. La musique est à 99% sans doute de Rousseau, mais il parvient à retrouver le ton de simplicité de la musique italienne. Ces chansons ne sont guère connues et ont été redécouvertes au début du XXe siècle, tout à fait par hasard, mais l'important c'est que grâce à cette querelle des bouffons, Rousseau est désormais connu. Il va pouvoir faire jouer ses compositions et on va lui en demander. Nous entrons ici dans une autre catégorie des chansons que Rousseau a aimé pratiquer, la chanson de circonstance. Alors, il faut vous dire que jusqu'à la découverte de la télévision et des karaokés, la chanson accompagne toutes les circonstances de la vie. Les naissances, les mariages, les baptêmes, tout ce que vous voulez. On aime chanter les petits événements et ces chansons, on ne les conserve pas parce qu'elles sont liées à des événements tout à fait anodins qui n'intéressent pas grand monde à part le moment où on les fait. On a 2 témoignages sur des chansons de circonstances écrites par Rousseau. Alors. Toujours pas? Oui, voilà. Lorsque, en 1765, il est chassé de Suisse et il doit quitter l'île de Saint-Pierre sur le lac de Bienne, il aurait pris son luth et, dans une dernière soirée avec ses amis, son luth, oui, Rousseau aurait joué du luth, chanté une chanson qu'il avait composée dans l'après-midi, écrite et composée dans l'après-midi. Le texte n'a été publié qu'en 1827. Vous le voyez, je vous ai mis qu'un petit extrait, la musique on ne l'a pas. Il est tellement surchargé de poncifs et de stéréotypes qu'il ne peut pas être de la main de Rousseau.
mais dans l'île de Saint-Pierre, sur le lac de Bienne, on vendait une petite brochure au début du XIXe siècle aux amateurs de Rousseau qui venaient en pèlerinage sur le lac de Bienne. Et le texte de cette chanson, qui aurait été retenu par la sœur de son hôte, 8 couplets quand même, qu'elle n'a entendu une seule fois, se vendait très bien, paraît-il, à ses visiteurs. Donc, il est tout à fait possible que Rousseau ait chanté, pas avec un luth, à cette soirée de départ. La chanson est perdue. Comme est perdue la chanson qu'il a faite pour son mariage. Vous savez qu'il a épousé civilement, puisqu'il était protestant, on ne pouvait pas épouser religieusement Thérèse de Vasseur en 1765. Lors de son mariage, et selon le témoignage du maire qui était témoin, le mariage civil n'existant pas, il ne les a pas mariés, mais il était témoin, il fuguait pendant tout leur repas, chanta au dessert 2 couplets qu'il avait composés pour son mariage. 2 couplets perdus également, mais qui nous montrent que Rousseau a aimé partager les moments de convivialité grâce à des chansons. Autre sociabilité de la chanson, comme il est maintenant bien connu, ses amis vont lui demander de mettre en musique quelques poèmes, soit qu'ils ont reçus, soit qu'ils ont composés, et Rousseau note scrupuleusement ceux qui lui ont demandé des chansons et les circonstances parfois dans lesquelles elles ont été chantées. Je vous mets ici 2 exemples, paroles fournies par Madame Josse et qui semblent avoir le cachet de Monsieur le Duc de Nivernais. Il se rend compte que Madame Josse n'a pas écrit les paroles et il pense pouvoir retrouver le ton du Duc de Nivernais. Pour Richard de Montenac, qui a fourni les paroles, chantées par Mademoiselle d'Asfeld dans une fête donnée à sa mère, donc une chanson de circonstance pour laquelle il publie une musique. Toutes ces musiques qu'il va composer à la demande d'amis seront groupées, après sa mort, par le marquis de Girardin et par ses héritiers, dans une sorte de testament musical, c'est ainsi qu'on l'a appelé, que le marquis de Girardin va intituler « Les consolations des misères de ma vie », sans doute d'après une confidence de Rousseau. On a les manuscrits, on a le testament musical. C'est le seul recueil dans lequel on trouve des chansons de Rousseau en nombre. Ces chansons, il a essentiellement écrit la musique, encore une fois. Jusqu'il y a une dizaine d'années, on lui faisait l'honneur le crédit de 13 chansons françaises conservées dans ce manuscrit. Depuis l'édition de Trousson en 2012, donc depuis une douzaine d'années à peine, il n'y a plus qu'une seule chanson dont on est sûr qu'il ait composé les paroles et la musique. La voici, elle a son importance aussi pour un certain nombre de points. Que le jour le dure, passez loin de toi, toute la nature n'est plus rien pour moi, le plus vert bocage quand tu n'y viens pas, n'est qu'un lieu sauvage pour moi sans un pas. Alors, importance d'abord parce que c'est la seule chanson dont on est sûr qu'il ait fait la musique et les paroles. Importance parce que vous avez entendu et vous voyez, et c'est son titre, cette chanson n'est constituée que de 3 notes. C'est une gageure qu'il se donnait pour montrer que la chanson doit être le plus simple possible. Il y a une anecdote un peu tardive, mais peut-être familialement exacte, sur l'origine de cette chanson. Un critique musical du XIXe siècle, Friedrich Rochlitz, se souvient
se souvient, mais il avait 8 ans à la mort de Rousseau, donc c'est probablement une tradition familiale, se souvient que Rousseau aurait un jour prôné une simplification de la musique en disant qu'il fallait se limiter à 4 tons au maximum. Tout le monde lui dit mais c'est pas possible, c'est ridicule, c'est paradoxal, et on le somme de tenir parole, ce qu'il fait, et il compose immédiatement, se souvient Rochlitz, cet air de 3 notes, une gageure difficile à tenir, mais qu'il a tenue. Il faut faire la part des choses dans ses souvenirs qui sont sans doute au mieux des souvenirs de son père, mais la volonté d'avoir une musique réduite à sa plus simple expression, pour des gens qui connaissent très peu la musique, qui connaissent très peu le solfège, reste importante chez Rousseau. Ces chansons vont être publiées donc après la mort de Rousseau, et les droits en sont versés à l'Hospice des Enfants Trouvés, où Rousseau a laissé 3 ou 4 fils, et au profit de sa veuve, Thérèse Levasseur. C'est donc un but humanitaire de les publier. Rousseau a laissé plus de 600 pages de musique. Il les a classées par ordre d'importance. Il a mis en gros d'abord les airs d'opéra, puis les airs religieux, puis les duos, la musique de chambre, et tout en dessous, les chansons. Les chansons seront le premier volume publié, et d'ailleurs le seul. C'est paradoxal. Pourquoi? Parce que c'est ça qui se vend. La musique sérieuse de Rousseau, même à son époque, n'était plus écoutée. En revanche, les chansons ont eu un certain succès, je dirais même un vrai succès. On le voit au nombre de souscriptions. On le voit au nombre de souscriptions, 385 souscriptions, ce qui est énorme pour l'époque, une grosse proportion de femmes, 24% de femmes qui souscrivent à ces chansons, et cette proportion s'élève encore lorsqu'on est à Londres, où 33% de souscripteurs sont des femmes. À Genève, en revanche, aucune souscription, il est fâché avec sa ville de naissance. Donc, un certain succès féminin, et longtemps, Rousseau passe pour un défenseur, et à bon droit, un défenseur du rôle de la femme et du rôle de la mère, notamment. Un succès que l'on voit aussi dans la diffusion manuscrite de ses chansons. Je vous mets ici voilà, un manuscrit de 1784, c'est-à-dire 3 ans après la publication de ses chansons. Une de ces chansons y figure, sur un air connu, donc l'air circule, et vous voyez qu'il y a un certain nombre de variantes, donc il ne s'agit pas d'une tradition écrite, mais d'une tradition orale. Donc, sur un manuscrit tout à fait quelconque, je dirais, tout à fait courant, les chansons de Rousseau ont circulé oralement, elles ont été aimées, on a retenu l'air, on a retenu les paroles en les déformant un petit peu, 3 ans après la publication. Donc, un certain succès pour tout cela, et dans ce recueil des consolations du mystère des consolations des misères de ma vie, une chanson qui passe pour être la toute dernière composition de Rousseau, toute dernière œuvre de Rousseau, et qui bénéficie du plus beau manuscrit qu'on pourrait rêver, puisque Rousseau l'aurait gravé sur l'écorce d'un arbre à Ermenonville, quelque temps avant sa mort. Il n'est resté que quelques semaines à Ermenonville. C'est la chanson du Saule, de l'Othello de Shakespeare. Aujourd'hui, on la connaît par Verdi, mais Rousseau a écrit sur des paroles de son ami Delère une chanson du Saule qu'il aurait gravée sur un arbre d'Ermenonville. Je vous en donne juste le Chantez le Saule,
Chantez le saule et sa douce verdure, et sa douce verdure. Alors, au risque de détruire encore une légende, ce saule d'Ermenonville a été abattu par les intempéries dans les années 1850, mais il est très peu probable que ce soit Rousseau qui ait gravé la chanson sur son écorce. Elle y était au XIXe siècle. Mais en 1782, le fils du marquis de Girardin publie une description générale, une description générale non, c'est en 82, la gravure vient d'ailleurs. En 82, donc, le marquis de Girardin publie une description du jardin d'Ermenonville où Rousseau a passé ces dernières semaines. Si la chanson avait existé sur le saule, il n'aurait pas manqué de le signaler. Donc sans doute une belle légende, mais qui a circulé tout le long du XIXe. Voilà la plupart des chansons que l'on peut attribuer à Rousseau pour la musique ou pour les paroles, ou les deux parfois. D'autres chansons ont circulé sous le nom de Rousseau. On lui a prêté beaucoup de choses. J'ai retrouvé dans un manuscrit une chanson par Jean-Jacques Rousseau, « Triste raison, j'abjure ton empire ». Ah oui, ça ressemble très fort du Rousseau. Malheureusement, c'est du Baculard d'Arnaud. On lui a attribué pas mal de chansons qui n'ont jamais été de lui. On a aussi retiré de ces opéras du devin du village une chanson, un air, « Allons danser sous les ormeaux », qui est un des plus célèbres airs du devin du village et que l'on considère comme une chanson. Donc, on a beaucoup attribué de chansons à Rousseau et élargi un petit peu la notion de chanson chez Rousseau pour avoir dans son chansonnier des chansons de Jean-Jacques. Mort en chanson, né en chanson, et cela se prolonge au-delà, puisque le transfert des cendres de Rousseau au Panthéon s'est fait en chanson, avec les airs chéris de l'homme de la nature, ceux que répète chaque jour l'amant à son amante, la tendre épouse à son heureux époux. On nous dit, Sébastien Mercier, on nous dit que les anges descendus sur la terre venaient pour l'enlever au ciel au milieu de leur ravissant concert. C'est cela que l'on retient sous la révolution des chansons de Rousseau, les chansons simples que l'amant dit à son amante et qui sont celles des anges dans le ciel. Voilà, j'ai passé un peu de temps sur cette vie en chanson. Ma deuxième partie sera consacrée à l'apport de Rousseau à la chanson. Nous avons vu que Rousseau déteste les chansons spirituelles à la mode. Il veut garder pour lui les chansons nostalgiques de son enfance, mais ce qui lui plaît, ce sont les chansons simples, les chansons des gondoliers, les chansons des paysans. Et lorsqu'il rêve de chanter, c'est au milieu des paysans, dans une fête champêtre. Il souperait gaiement au bout de leur longue table et il reprendrait en chorus le refrain d'une vieille chanson rustique. L'amour des vieilles chansons, donc, et surtout le chorus. Il ne souhaite pas chanter seul, il faut que la chanson soit un plaisir collectif. Or, c'était déjà ce qu'on trouvait dans le devin du village. On oublie souvent que le devin du village, le personnage principal dans le devin du village, est aussi un compositeur de chansons, un chantre. Et à la fin de ce petit opéra, de cet intermède, il tire de sa poche une chanson. Et il se justifie ainsi. Il faut au salon vous signaler ici. Si je n'ai pu sentir ainsi, je dirai pour ma part une chanson pour elle. Alors, quel est le but de la chanson chez Rousseau? D'abord, c'est une obligation. Il faut nous signaler, donc il faut faire acte de présence,
lorsqu'il y a une festivité villageoise, tout le monde doit y participer. Mais le devin du village est trop vieux pour sauter, pour danser avec tout le monde. Alors, il va chanter. Donc c'est une façon de répondre à cette nécessité de partager le plaisir collectif. Et il tire la chanson de sa poche, donc il y avait pensé. Puis il chante le premier couplet et il distribue sa chanson pour que chacun puisse chanter un couplet. Donc un plaisir collectif, c'est vraiment l'idéal de la chanson pour Rousseau. Pourquoi cette nécessité de plaisir collectif? Parce que ce que Rousseau déteste le plus, c'est de briller par une chanson. À tel point que on retrouve dans le discours sur les fondements de l'inégalité parmi les hommes, donc dans son livre le plus politique, un petit passage sur la chanson. Chacun commençait à regarder les autres et à vouloir être regardé soi-même, et l'estime publique eut un prix. Celui qui chantait ou dansait le mieux, le plus beau, le plus fort, le plus adroit ou le plus éloquent, devint le plus considéré, et ce fut là le premier pas vers l'inégalité. La chanson, ce qu'on appellerait aujourd'hui le vedettariat, chanté par une seule personne, avec tous les agréments, tous les mélismes de l'harmonie, est le premier pas vers l'inégalité, parce qu'il y en a un qui chante mieux que les autres. Et là, on repense au devin du village, où le devin ne veut pas chanter tout seul sa chanson, il la distribue pour que tout le monde puisse la chanter. On repense à ce départ de Genève, où il voulait chanter tout seul devant les fenêtres des châteaux, et il s'étonnait que les portes ne s'ouvrent pas. Et pourtant, c'était des chansons agréables, et ma voix est admirable. Jean savait d'admirable, et je chantais admirablement. La répétition montre l'ironie dans ses confessions. Il sait bien que celui qui veut briller par ses chansons, souvent se couvre de ridicule. C'est un plaisir collectif. Donc, ce souvenir, il vient de son enfance, on le retrouve dans le devin du village, on le retrouve dans ses textes sur l'inégalité, on le retrouve dans l'Émile. Lorsqu'il dit « il faut apprendre à chanter à Émile », oui, mais s'il veut vraiment apprendre à chanter, qu'on lui apprenne des chansons simples et surtout qu'on ne le mette pas en avant, il suffit qu'il chante juste. Donc, le premier souci, c'est une chanson simple qui puisse être prise par tout le monde. Dans cette optique, il a eu un vrai rôle dans la redécouverte de chansons populaires, à tel point que Lévi-Strauss l'a considéré comme un des ancêtres, sinon le fondateur de l'ethnologie. Il a recueilli certaines chansons folkloriques de son époque, une en tout cas. J'avais pris mes pantouflettes qui vont faisant cric et crac. Je me suis mise à la fenêtre, voir si mon ami ne vient pas. Et pensez-vous qu'il m'ennuie? Et oh là là, qu'il ne m'ennuie pas. Oh, pensez-vous qu'il m'ennuie? Et oh là là, qu'il ne m'ennuie pas. On voit comment ce genre de chanson pouvait plaire à Rousseau. Pas d'agrément, pas de modulation, et un air un peu dansant. Il va surtout, et pour la première fois, intégrer dans son dictionnaire de musique des airs venus d'autres continents. Un air persan et une danse canadienne, une chanson des sauvages du Canada, un air chinois, le fameux Rang des vaches suisse, une chanson persane. Ce qui est tout à fait nouveau, c'est pas le premier à publier ce genre de texte. D'ailleurs, il n'a pas été les recueillir, il les a pris dans des récits de voyage. Mais c'est les premiers à les mettre dans un livre aussi sérieux qu'un dictionnaire de musique, sur le même pied que les compositions occidentales. Et il dit, dans son article sur ces airs, qu'il faut connaître les différents accents musicaux des peuples. En cela, il y a une démarche qui est tout à fait originale. Il veut retrouver une musique primitive,
grâce aux accents des autres peuples. Alors, ces accents des autres peuples, en quoi est-ce que ça va lui servir à retrouver une musique primitive? C'est toute sa conception sur la langue et la musique qui est ici en jeu, et notamment, c'est un des premiers à avoir exigé cette impossible union entre les paroles et la musique. La plupart des chansons au XVIIIe siècle sont chantées sur des timbres préexistants, donc sur des airs sur lesquels il y a d'autres paroles, et puis on rajoute ces paroles sans se soucier de l'adéquation entre paroles et musique. Rousseau ne veut pas cela. La musique doit être subordonnée à l'idiome, il faut qu'une langue chante à peu près du même ton dont elle parle. Autrement, le chant se trouvant sans cesse opposé à son génie, la musique disant d'une façon et la langue d'une autre, il en résulte pour l'oreille une cacophonie rebutante. La musique subordonnée à l'idiome, c'est exactement l'inverse de ce qui se passe, où l'idiome, la langue, est subordonnée à la musique. Pourquoi est-ce que la langue doit être la première? Eh bien parce que la langue a des accents. La notion d'accent est assez complexe et parfois contradictoire chez Rousseau, mais il faut se souvenir que la langue grecque et la langue latine avaient non pas des accents d'intensité, comme la langue française, mais des accents de hauteur et de longueur, et donc une mélodie. Et grâce à la langue grecque, dans sa quête de l'origine, autour des fontaines où on a sans doute chanté les premières chansons et selon lui, et dans la tragédie grecque, il est persuadé que la mélodie est née de la langue. Cela n'a plus rien à voir avec nos langues modernes. La langue aujourd'hui n'est plus faite que pour le bourdonnement des vivants. C'est une langue intellectuelle, c'est une langue logique, mais qui n'a plus de sentiments et qui n'a plus que des accents d'intensité. Donc, impossibilité pour les Français, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, si les Français veulent faire de la musique, tant pis pour eux. Impossibilité pour les Français, avec leur langue, avec un accent d'intensité, de retrouver cet accent primitif, cet accent mélodieux. Il faut donc aller vers une langue qui a conservé un accent plus mélodieux, comme l'italien. C'est ce qui va faire un vrai scandale dans sa querelle de 1752-1754. Ainsi comme la langue italienne est plus musicale que la française, la parole s'y éloigne moins du chant. Donc le but de Rousseau est de retrouver une langue qui convienne à la musique et dont les accents puissent s'accorder à ceux du chant. Alors, il y a trois accents, lorsqu'il en parle dans ses œuvres critiques, il y a trois grands accents chez Rousseau. L'accent grammatical, qui est celui que nous connaissons encore, et qui est un accent tonique aujourd'hui, qui n'est plus un accent de hauteur et de quantité comme chez les Grecs, mais il faut en tenir compte, et dans la chanson, et c'est, je pense, un des tout premiers à le dire, faire en sorte que l'accent tonique tombe chaque fois sur des temps forts dans la chanson. Il en donne un exemple, l'exemple de la matière de combiner la note sur les paroles quand les couplets ne sont pas scandés uniformément. Effectivement, d'un couplet à l'autre, les accents toniques se déplacent. Et si vous chantez les couplets sur le même air, eh bien, les temps forts ne tomberont plus sur les accents toniques. Il suffit, dit-il, de raccourcir, ou montre-t-il, de raccourcir certaines notes, d'allonger d'autres, et de s'arranger pour que l'accent tonique, d'un couplet à l'autre, tombe sur un temps fort. Donc, premier souci sur l'accent grammatical. Premier souci sur ce qu'il appelle l'accent logique. De quoi s'agit-il? C'est la prosodie même de la phrase et la prosodie de la langue. La marquise de Créqui lui envoie un jour une chanson dans laquelle figurent ces deux vers « On parle une langue étrangère si l'on en parle à tout moment ». Elle se ramasse une lettre incendiaire. Je ne vous ai cité qu'un tout petit morceau, toute la lettre est sur le ton. Les deux premiers vers du quatrième couplet sont tout à fait louches.
Il fallait dire, si l'on ne parle d'elle à tout moment, on parle une langue qui m'est étrangère. S'il faut être clair quand on parle, il faut être lumineux quand on chante. Oui, sauf que la chanson, les paroles que la marquise de Créqui a fournies sont de la Bruyère, ne sont pas d'elle. Elle a insisté pour avoir son air. Il a un peu tordu les couplets, mais il lui a fait son air. Ceci pour vous montrer que ce qu'il appelle l'accent logique, l'ordonnance des propositions, fait partie pour lui des exigences d'une chanson dont le texte est adapté à la musique. Et le troisième accent, l'accent oratoire, celui que l'on met dans ses discours, est peut-être le plus important pour Rousseau. Alors, je vous en prendrai un exemple ici dans la Nouvelle Héloïse. L'accent oratoire se fait par l'inflexion des voix. Et je l'illustrerai par ce passage où la cousine de Julie est en train de chanter un air de Léo, Vado a morir ben mio. C'était un soir qui nous accompagnait, ce duo si simple et si touchant de Léo, Vado a morir ben mio. Comme j'avais une main appuyée sur le clavecin, au moment le plus pathétique, il appliqua sur cette main un baiser que je sentis sur mon cœur. Je veux dire, c'est une scène de drague tout à fait banale, mais cette chanson, cet air de Léo, il apparaît à un autre endroit dans la Nouvelle Héloïse. Il apparaît dans la première partie et dans la bouche de Julie, où elle explique que, voilà, elle n'ose pas chanter cet air devant sa mère, parce qu'il y a dans ce duo de certains ben mio dangereux à dire sous les yeux d'une mère quand le cœur est de la partie. L'accent oratoire va trahir la nature, va trahir l'amour de Julie. Alors, j'ai beaucoup cherché, mais grâce à Internet, on peut retrouver, grâce à Gallica, on peut retrouver le manuscrit de ce ben mio, de ce Vado a morir de Léonard de Léo. Et ce ben mio, on le trouve avec un accord de septième qui donne un accent tout à fait particulier à l'air. Et effectivement, je ne l'ai pas trouvé chanté, donc je m'y suis mis. Moi, je ne pourrais pas vous faire l'accent qui ferait rougir la mère de Julie, mais ça donne à peu près... Donc, l'accent oratoire, celui ici qu'un musicien a su capter et traduire par cet accord de septième, est important pour Rousseau parce que la prosodie de la langue s'accorde à la mélodie que l'on chante. Et c'est là ce qui, en tant qu'écrivain, me touche beaucoup dans la chanson chez Rousseau, c'est que c'est la langue qui chante. Rousseau a voulu d'abord simplifier la notation musicale. Il a inventé un signe, le signe S, qui veut dire simplement qu'il faut chanter la note toute simple, sans agrément, sans tri. Vous voyez que dans le manuscrit des Consolations, ce S est placé. Dans l'édition, non, il était oublié. De même, cet avertissement que donne Rousseau, il ne faut surtout pas, lorsque je ne mets pas de musique et d'accompagnement, en inventer une. Donc dans toute ma musique, je prie instamment qu'on ne mette aucun remplissage partout où je n'en ai pas mis. Mais toutes les chansons de Rousseau chantées par des chanteurs contemporains des 10 dernières années remplissent contre la volonté de Rousseau et mettent un accompagnement assez modonille. Donc, une volonté de simplicité pour que la langue puisse parler d'elle-même et que la prosodie de la langue devienne mélodie. Et un exemple, du coup, que j'aime beaucoup, qui me touche beaucoup, ça n'a plus rien à voir avec la chanson, mais ça montre l'exigence de la langue qu'il peut avoir. C'est une lettre à son éditeur.
Dans la phrase « c'est un discours de femme ou de jeune homme », l'éditeur avait malencontreusement mis une S. Il se ramasse une lettre assassine. Femme, je n'avais point mis cette S, ôtez-la. J'ôte quelques diatribes. Ce pluriel ajoute dans la phrase une syllabe qui en gâte absolument l'harmonie, et l'harmonie me paraît d'une si grande importance, en fait de style, que je la mets immédiatement après la clarté, même avant la correction. J'aimerais beaucoup effectivement que ce souci d'harmonie dans la langue et dans la prose soit une constante chez les écrivains contemporains. Je vais, parce que l'heure tourne, vous passer la troisième partie sur la notation musicale chez Rousseau, et vous dire un petit mot quand même des chansons dont Rousseau a été le héros. Comme tout le monde, il était chansonné de son temps. Peut-être pas comme tout le monde, il a lui-même distribué les copies, dans certains cas, des chansons dans lesquelles il apparaissait, dans lesquelles il était moqué. Un peu comme Trump qui distribue, qui prend sa photo de justice comme placard. Oui, on parlait de lui, c'était bien qu'on parle de lui, et il distribuait les copies. Bon. De toutes ces chansons qui ont circulé, je n'en ai retrouvé qu'une seule, qui est en pleine querelle des bouffons dont je parlais tout à l'heure, et où on le raille d'avoir brocardé la musique française. Nos lullis et nos rameaux sont des esprits opaques, des ignorants et des sots, ainsi l'a dit en deux mots Jean-Jacques, Jean-Jacques, Jean-Jacques. Donc, les premières chansons où apparaît Rousseau sont plutôt des satires. Une fois qu'il commence à être connu, qu'il commence à avoir un véritable public, un énorme engouement, on a d'autres visions de Rousseau. Ainsi, une chanson qui, à la fin du XVIIIe siècle, est extrêmement populaire, que j'ai retrouvée dans un grand nombre de manuscrits, Les Tu et les Vous. Les Tu et les Vous seraient venus d'une visiteuse qui, à Armenonville, demande au guide est-ce que Rousseau tutoyait sa femme? Et on lui répond ben oui. Et du coup, elle exige que son mari la tutoie aussi. Et elle fait cette chanson. De Jean-Jacques, prenons le ton, et ne parlons que son langage. Que vous ne soyez plus de 16 ans, d'un couple heureux, soyons l'image. Vos paix farouches les amours, et toi les ramènes toujours. Grande popularité de cette chanson, ainsi que toute une série d'autres chansons qui circulent à la fin du XVIIIe siècle. Je ne vous les chanterai pas toutes, mais on retient de Rousseau que c'est un homme de la nature, un philosophe simple, l'ami des femmes, qu'il a voilà, un petit ménage, qu'il va à pied, il marche à pied. J'ai vu Rousseau marcher à pied et les histrions en litière. Donc c'est ce Rousseau proche du peuple, ami des femmes, de la nature, qui va être mis en chanson à la fin du XVIIIe siècle. Puis vient la Révolution. La Révolution est le grand moment où on va avoir des chansons sur Rousseau. Dans le recueil de Constant Pierre, qui est pratiquement exhaustif sur les chansons qui se chantent à la Révolution, il y a 21 chansons sur Rousseau, bien moins que sur Marat, mais beaucoup plus que sur Robespierre, et même que sur Voltaire, qui n'a droit qu'à 9 chansons. Alors, ce n'est sans doute qu'une partie de ce qui a été écrit. Ce n'est qu'une partie de ce qu'il avait écrit, si l'on considère que chaque section dans le plus petit village se devait d'inaugurer l'installation d'un buste de Rousseau par une chanson, et que l'hymne en l'honneur de Jean-Jacques Rousseau, du citoyen Perrin, que nous n'avons pas retrouvé, a été imprimé à 12 000 exemplaires pour être distribué dans 48 sections.
La Révolution est vraiment la grande période où l'on chante sur Rousseau, pas toujours des choses extrêmement plaisantes pour nos oreilles actuelles. Je vous épargnerai celui qui a été chanté à sa panthéonisation, et je passe à la plus célèbre chanson, c'est-à-dire celle qui est née à la Restauration, lorsque on a commencé à attribuer à Voltaire et à Rousseau toutes les erreurs des siècles passés. Alors, comment est-ce que c'est arrivé? Mais il y a eu un amendement il y a eu d'abord, à Liège, en Belgique, une édition complète des œuvres de Voltaire et de Rousseau en 1817. Immédiatement, les vicaires généraux de Paris se fendent d'un mandement à lire dans les églises. Ils disent, mais mettons dans la balance tout ce que l'Église a pu faire. Et ce que Voltaire et Rousseau ont pu faire, c'était inviter les satiriques, les pamphlétaires, à dire, oui, mais l'Église, il y a aussi une inquisition, il y a aussi eu Torquemada, il y a le budget de Torquemada, il y a eu toute une série de choses, les guerres de religion. En revanche, c'est aussi une occasion de dire, oui, mais si Rousseau et Voltaire sont responsables de tout, ils sont responsables de tout depuis Adam et Ève, et ces chansons ont beaucoup de succès. Il y a deux chansons qui se disputent le privilège d'être la première à avoir réagi. Une de Jean-François Chaponière, un chansonnier suisse qui a produit ce couplet sur « C'est la faute de Voltaire, c'est la faute de Rousseau », malheureusement paru en 1830, donc un peu tardivement pour qu'on puisse lui attribuer la paternité de la première chanson écrite sur ce sujet. La première, c'est sans doute celle de Béranger. Elle est parue en avril 1817, c'est-à-dire un mois après le mandement des vicaires généraux. Elle est parue à Bruxelles, qui est aussi la ville de la liberté à cette époque, et elle attribue à Rousseau et à Voltaire toute une série de crimes et de désastres dont, bien entendu, ils ne peuvent pas avoir été responsables. Je ne vous en donne qu'un couplet. Tous nos mots nous sont venus d'Arouet et de Jean-Jacques. Satan qui les avait lus ne faisait jamais ses Pâques. Ève aima le fruit nouveau, c'est la faute de Rousseau. Caïn tua son frère, c'est la faute de Voltaire. Et d'autres couplets qui sont un petit peu plus crus et qui ont fait que la chanson de Béranger n'est plus disponible que dans ses œuvres érotiques pour deux couplets où il y avait des allusions un petit peu plus graveleuses aux crimes de l'Église. À partir de cette chanson qui a eu un énorme succès sous la Restauration, j'arrête vite. Le succès de la formule « c'est la faute de Voltaire, c'est la faute de Rousseau » se traduit dans toute la littérature. La faute de Voltaire ou la faute à Voltaire, là on peut à peu près dater de 1823 le passage de la formule exacte, c'est la faute de Voltaire, à la formule plus populaire, c'est la faute à Voltaire. On la trouve chez Balzac, dans Un début dans la vie, c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau. L'action se situe en 1822 et Balzac admet que s'être inspiré pour cette nouvelle, Un début dans la vie, de sa sœur, Madame de Surville, voilà, Laure de Surville, qui publie tardivement, en 1854, Le Voyage en coucou, mais qui a inspiré, quand il était encore manuscrit, Balzac. Et chez elle, on trouve encore la faute de Rousseau et la faute de Rousseau et non pas la faute à Rousseau. Donc cette expression commence à circuler.
Quant à la chanson de Victor Hugo pour Les Misérables, c'est une chanson tout à fait originale de Victor Hugo. On en trouve 7 couplets supplémentaires dans les manuscrits de Victor Hugo, et qui ne sont pas tous de meilleur goût non plus. Mais c'est cette chanson qui va devenir la plus célèbre concernant Voltaire. Avec un petit détail, le premier couplet de celle que nous avons tous en tête est en fait le dernier couplet chez Victor Hugo, et que ce dernier couplet est interrompu par une balle. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à... Et je me suis permis de l'interrompre sur cette balle également. On n'a pas de musique de l'époque je n'ai pas retrouvé en tout cas de musique de l'époque d'Hugo sur cette chanson. C'est donc la musique des Misérables, de la comédie musicale des Misérables, qui fait foi. Est-ce que vous me permettez une petite conclusion? Je sais que j'ai atteint mon heure et quart. Je voudrais juste reprendre en conclusion cette définition de l'encyclopédie rédigée en 1749 et la comparer au dictionnaire de musique 1768. 1753, c'est la publication, c'est en 49 qu'on a commandé les notes à Rousseau. Alors, une espèce de petit poème fort court qui roule ordinairement sur des sujets agréables. Donc, désormais, la chanson doit faire plaisir, doit rouler sur des sujets agréables, auxquels on peut joint ou ajoute un air pour être chanté dans des occasions familières, comme à table avec ses amis ou seul, devenu avec ses amis, avec sa maîtresse, donc quelque chose déjà de plus restreint, et même seul. Le même est une restriction, c'est-à-dire que la chanson n'est pas faite pour être chantée seule, mais on peut quand même la chanter seule pour s'égayer et faire diversion aux peines du travail. La variante, pour éloigner quelques instants l'ennui si on est riche, l'ennui devient le mal des riches, et pour supporter plus doucement la misère et le travail si l'on est pauvre. Objet qui rend les chansons villageoises préférables à nos plus savantes compositions, la fin est absente, il devient un petit peu plus prudent après la querelle des bouffons, donc il ne peut pas attaquer de front la musique française, mais tout est dit dans l'ennui des riches et le travail des pauvres. Donc voilà, je vais m'arrêter là. La musique la chanson chez Rousseau, c'est un plaisir collectif, c'est un plaisir qui non seulement doit être partagé, mais a une certaine exigence vis-à-vis de la langue. La langue doit correspondre à la musique, on doit y retrouver des accents, les accents que la langue porte en elle, mais aussi les accents que l'on peut y apporter, et notamment cet accent oratoire. Il n'a pas inventé la romance, il est pour beaucoup dans le passage du vaudeville classique à la romance romantique. C'est sous l'Empire que les romances vont devenir le genre prépondérant dans la chanson, et les romances de Rousseau sont bien plus que les romances de Moncrief responsables de ce passage des vaudevilles sur un air déjà fait à une fausse imitation de la musique antique, et pour avoir une musique un peu plus simple. Voilà, je vous remercie de votre attention, et bien entendu, je suis à votre disposition pour toute question complémentaire. J'ai dû aller un peu vite sur certains passages, je m'en rends compte.